Époque où les sélections africaines abordaient les grandes puissances européennes ou sud-américaines avec un complexe d'infériorité, une retenue psychologique ou une forme de timidité institutionnelle est définitivement révolue. L'Afrique du football a changé. Aujourd'hui, les équipes africaines regardent les nations occidentales droit dans les yeux, totalement décomplexées à l'aube des grandes ambitions mondiales. Elles ne demandent plus la permission, elles ne quémandent plus le respect de leurs pairs, elles vont l'arracher elles-mêmes sur le rectangle vert, contre la France, contre les blocs européens, contre tout le monde. L'analyse de cette rencontre impose de neutraliser immédiatement l'argument rhétorique classique, l'excuse commode de l'équipe de France remaniée ou du manque d'implication à une semaine des grandes échéances. Dire que la France a perdu uniquement parce qu'elle faisait tourner serait une totale erreur de lecture historique et technique. La réalité de la rotation a fonctionné dans les deux sens et les arguments sur l'équipe B doivent s'appliquer de manière équitable. La Côte d'Ivoire s'est payé le luxe de se présenter à la Beaujoire sans sa véritable charnière centrale titulaire, protégeant ses forces vitales pour éviter les blessures de dernière minute. Emers Faé a laissé sur son banc de touche des profils d'une épaisseur exceptionnelle, à commencer par Odilon Kosunu, le défenseur central sacré champion d'Afrique et pièce maîtresse de la saison historique d'un Bayer Leverkusen invaincu. À ses côtés sur le banc, on retrouvait également Ousmane Diomandé, auteur de prestations remarquables avec le Sporting Lisbonne, ou encore Evan Ndika, le défenseur de la Roma pisté par le FC Barcelone. Lorsque votre structure technique dispose d'une telle profondeur de banc qu'elle peut se priver de tels talents mondiaux tout en s'imposant en Europe, le débat des excuses s'éteint de lui-même. Le niveau général est en train de se resserrer de manière spectaculaire et ce match en est la preuve chiffrée. Il y a à peine une semaine, lorsque le Sénégal a chuté lors d'un match amical décevant face aux États-Unis, les critiques n'avaient pas hésité à s'abattre sur le football africain, omettant que les Lions de la Teranga avaient eux aussi fait tourner leur effectif. La Côte d'Ivoire apporte aujourd'hui une réponse éclatante. Nous assistons au triomphe d'une nation africaine mature, qui refuse d'entrer dans la victimisation ou de pleurer sur les décisions de l'arbitrage, notamment sur l'action litigieuse du but français ou la multiplication des interruptions de jeu. Les Ivoiriens ont encaissé l'ouverture du score, sont restés froids émotionnellement et ont appliqué leur plan jusqu'à faire plier la structure française. Le fossé historique se comble. C'est ici que l'on quitte le terrain des impressions de vestiaire pour entrer dans celui de la structure pure et de l'impact du milieu de terrain. Après avoir analysé la portée de cette rupture identitaire et la déconstruction définitive du mythe de l'équipe B, le plateau de Foot Insight se plonge au cœur de la zone de vérité de ce choc, la bataille du milieu de terrain. C'est ici, dans l'entrejeu, que la Côte d'Ivoire a construit les fondations de son triomphe et dicté sa loi à l'équipe de France. Pour quiconque refuse de lire le football uniquement à travers le standing théorique des noms inscrits sur le papier, le constat brut est sans appel. Le milieu de terrain tricolore s'est fait littéralement bouffer par l'organisation et l'agressivité des éléphants. Ce match a mis en lumière un contraste saisissant, une véritable fracture structurelle entre les deux entrejeux. Pourtant, la première période de l'équipe de France avait laissé entrevoir une animation intéressante. Le staff technique tricolore avait choisi d'installer des forces créatives axiales qui parvenaient, par séquence, à combiner proprement en une touche de balle, notamment sous l'impulsion d'un Ryan Cherki inspiré. Mais cette fluidité apparente n'était qu'une illusion fragile, un château de cartes qui a fini par s'effondrer dès que l'intensité est montée d'un cran. Au cœur de cette noyade collective, la prestation d'Aurélien Tchouaméni concentre aujourd'hui toutes les inquiétudes. Le milieu de terrain tricolore a livré une première mi-temps tout simplement catastrophique, affichant un déchet technique inhabituel, un manque flagrant d'impact dans les duels et une incapacité chronique à dicter le tempo. Totalement submergé par les projections adverses, il a incarné la perte totale de contrôle des Bleus. Et ce n'est pas le remplacement par Eduardo Camavinga en seconde période qui a permis de redresser la structure, ce dernier passant à côté de son sujet dans un entrejeu devenu une zone de transition à sens unique. A l'inverse, la Côte d'Ivoire a récité une partition d'une maturité tactique absolue dans ce secteur, entièrement magnifiée par la performance monumentale de Sékou Fofana. Le milieu de terrain ivoirien a rendu une copie stratosphérique, s'imposant comme le patron absolu du rectangle vert par son abattage, son sens du placement et sa supériorité athlétique. Les images fortes de sa rencontre parlent d'elles-mêmes. Dès les premières minutes du match, c'est lui qui vient couper les circuits français en effectuant un retour défensif de très grande classe dans les pieds d'un Kylian Mbappé lancé. Si Fofana concède le seul accroc de sa prestation en se faisant éliminer par le génie de Cherki sur l'action de l'ouverture du score, où le meneur tricolore s'est infiltré entre deux joueurs pour marquer avec réussite, son travail sans ballon a été un modèle du genre.
Il a régné sur les seconds ballons, étouffé les velléités de relance tricolore et permis au bloc d'Emerse-Faé de maintenir une pression étouffante. Ce choc des milieux de terrain a mis en exergue le déséquilibre structurel du 4-2-3-1 français lorsque les 4 joueurs offensifs n'effectuent pas un travail de repli coordonné. Sans le ballon, le placement des Bleus est apparu totalement anarchique, les laissant naviguer sur une ligne de crête de plus en plus glissante. L'absence totale de pressing en première ligne a forcé le reste du bloc à multiplier les courses bêtes et désordonnées pour tenter de compenser les espaces béants. La Côte d'Ivoire a exploité cette faille avec un immense cynisme technique, profitant de la fatigue physique et mentale du pivot tricolore pour installer son jeu de transition. C'est ici que l'on quitte le terrain des intentions de jeu pour entrer dans le calvaire des individualités offensives et le cas spécifique de l'attaque française. Après l'autopsie de cet entrejeu tricolore asphyxié par l'impact monumental de Sékou Fofana, le plateau de Foot Inside se tourne vers la ligne d'attaque de l'équipe de France. C'est ici que le contraste entre le standing théorique des individualités et la réalité brute du rectangle vert devient le plus saisissant. Sur le papier, aligner une force de frappe composée de Michael Olise, Ryan Cherki, Marcus Thuram et Kylian Mbappé s'apparente à une promesse de destruction massive pour n'importe quel bloc adverse. Pourtant, face à l'organisation compacte et agressive de la Côte d'Ivoire, cette puissance de feu virtuelle s'est transformée en un immense mirage offensif. Un seul homme est parvenu à surnager et à justifier son statut durant son temps de présence, Ryan Cherki. Le meneur de jeu a été le seul élément véritablement au-dessus du lot dans le secteur offensif français, faisant parler sa facilité technique pour porter le ballon, écarter le jeu sur les ailes et initier de belles combinaisons en triangle. C'est d'ailleurs sur un éclair de sa part s'infiltrant avec rage et réussite entre plusieurs défenseurs que la France a trouvé l'ouverture du score. Mais un créateur isolé ne peut pas porter indéfiniment une structure dont les autres piliers s'effondrent. Derrière l'arbre Cherki, la forêt tricolore a traversé une crise d'efficacité majeure symbolisée par les 45 minutes de Kylian Mbappé. Installé dans l'axe, l'attaquant français a livré une prestation quasiment inexistante, totalement sevrée de ballons exploitables et incapable de prendre la profondeur. Ce mutisme forcé n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat direct du plan de jeu défensif des éléphants. Mbappé s'est fait littéralement bouffer dans les duels par la paire composée de Sékou Fofana au milieu et d'Wilfried Singo en arrière-garde. Singo, qui n'occupe pourtant pas le poste de défenseur central titulaire dans la hiérarchie absolue de cette sélection ivoirienne, a régné en maître sur sa zone, coupant les trajectoires de course de l'attaquant tricolore et annihilant sa vitesse par un impact athlétique de tous les instants. Privé de sa liberté de mouvement, Mbappé a fini par dézoner sans conviction, marchant par séquence et refusant d'enclencher le moindre pressing en première ligne, ce qui a lourdement pénalisé le replacement défensif de ses partenaires. Ce manque de liant et d'agressivité sans ballon a été cruellement accentué par le positionnement de Marcus Thuram sur l'aile gauche. Pour les consultants de Foot Inside, l'utilisation de Thuram dans ce couloir s'est avérée totalement stérile et inefficace. Forcé de coller à la ligne de touche, l'attaquant n'a jamais réussi à peser sur les débats, n'apportant ni la percussion nécessaire pour déstabiliser le bloc ivoirien, ni le volume de course indispensable pour fermer son couloir face aux montées adverses. Ce choix tactique a mis en lumière l'absence de profil de rechange capable d'apporter de la verticalité ou de la variété dans l'animation des Bleus. Face à une défense regroupée et sûre de sa force, le manque de rythme et d'idées de l'attaque tricolore a rendu le jeu français extrêmement prévisible, facilitant grandement le travail de coulissage de l'arrière-garde africaine. La Côte d'Ivoire, de son côté, a fait preuve d'une discipline collective remarquable pour frustrer les individualités françaises. Même lorsque la France parvenait à s'approcher des 30 derniers mètres, les transmissions manquaient cruellement de vitesse et de spontanéité, permettant aux éléphants de se replacer en toute sérénité. Les quelques tentatives lointaines ou déviées n'ont jamais mis en danger la structure défensive adverse. Ce match amical vient de poser une vérité tactique incontournable pour le staff tricolore. Aligner des noms clinquants ne garantit en rien la maîtrise des débat si l'animation offensive manque de profondeur et de générosité dans les efforts. Le constat est posé et les failles individuelles commencent à peser lourd sur la balance alors que la seconde période s'apprête à sonner le glas des illusions françaises. La confrontation tactique entre la France et la Côte d'Ivoire s'est définitivement jouée lors de la seconde période, au moment précis où les deux sélectionneurs ont choisi d'activer les leviers de leurs bancs de touche respectifs. C'est ici que l'on quitte le terrain des 11 de départ pour entrer dans l'analyse froide de la profondeur stratégique des effectifs. Sur le plateau de Foot Inside, le constat fait consensus. La seconde mi-temps a mis en lumière une faillite majeure des profils de rotation tricolore, totalement submergés par la maturité et la fraîcheur apportées par les changements d'Emerse Faé.
Pour les Bleus, l'entrée en jeu des remplaçants a agi comme un accélérateur de désorganisation. Si le staff technique français cherchait à tester la fiabilité de son réservoir à l'approche des joutes mondiales, les réponses obtenues sur la pelouse sont particulièrement inquiétantes. Au cœur de ce second acte, les joueurs français entrés pour amener un second souffle n'ont jamais réussi à se mettre au diapason de l'intensité internationale. A l'inverse, le coaching ivoirien a frôlé la perfection et Mercé Faé a injecté des forces neuves qui ont instantanément puni les largesses tricolores. Le symbole de ce triomphe stratégique réside dans l'apport décisif de Nicolas Pepe et de Guelladoué. Pepe, dont l'expérience et le vécu des grands rendez-vous avaient parfois manqué aux éléphants lors des dernières campagnes continentales, a livré une entrée exceptionnelle, dictant le tempo des contres et apportant une justesse technique absolue dans les 30 derniers mètres. L'action du second but de la Côte d'Ivoire est une leçon clinique de transition rapide qui a laissé la défense française sans réponse. Tout commence par un geste défensif fort, un crochet dévastateur d'Emmanuel Agbadou qui élimine Ryan Cherki à l'initiation. Le ballon est immédiatement projeté vers l'avant où Eli Wahi, dans un rôle de pivot parfait, remet instantanément en une touche pour Nicolas Pepe. Sans lever la tête, Pepe délivre une passe millimétrée dans la course de Guelladoué, lancée à pleine vitesse sur son couloir droit. Face à ce mouvement d'une pureté collective totale, la structure tricolore explose. Maxence Lacroix, monté beaucoup trop haut pour tenter de couper la trajectoire, se retrouve hors de position. Derrière lui, Ibrahima Konaté commet une nouvelle erreur de lecture, incapable de combler le fossé ou d'intervenir à temps, laissant Guelladoué s'en aller battre le portier français pour inscrire le but de la victoire historique. Un but et une passe décisive qui viennent valider le choix des hommes d'Emers Faé. Cette séquence met en lumière la différence de consistance entre les deux effectifs sur ce match. Côté ivoirien, la sortie de joueurs remuants comme Jean-Évrard Kouassi n'a en rien affaibli l'animation collective, prouvant que la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui un groupe homogène capable de maintenir un niveau d'exigence athlétique et technique constant, peu importe les rotations. Côté français, l'absence des titulaires habituels a révélé un fossé béant. La Côte d'Ivoire n'a pas réalisé un hold-up de circonstances, elle a construit sa victoire en se montrant supérieure dans la maîtrise globale des événements en seconde période. Pour Didier Deschamps, le procès de la profondeur de son banc est ouvert et les enseignements de la Beaujoire risquent de peser très lourd au moment de figer la hiérarchie définitive pour la Coupe du Monde. L'heure du verdict final a sonné sur le plateau de Foot Inside après cette confrontation historique qui fera date dans les annales du football international. Au-delà des chiffres bruts d'un tableau d'affichage qui consacre la toute première victoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire face à l'équipe de France, les ultimes débats se cristallisent autour d'un constat implacable. La maîtrise globale et la supériorité collective étaient bel et bien africaines sur la pelouse de la Beaujoire. Ce match ne peut en aucun cas être réduit à un simple hold-up de circonstances ou à un coup de chance éphémère. Les éléphants ont su faire le dos rond lorsqu'il s'agissait de contenir les rares assauts tricolores. Ils ont su faire preuve d'une solidarité défensive remarquable et ils se sont procurés les situations les plus nettes et les occasions les plus franches de la partie. Cette victoire finale ne souffre d'aucune contestation possible et elle valide une tendance de fond que plus personne ne peut feindre d'ignorer à une semaine de l'échéance planétaire. Le niveau global entre les continents s'est resserré de manière spectaculaire. Pour l'équipe de France, ce revers agit comme une douche froide collective qui bouscule les hiérarchies établies et interroge la profondeur réelle de son réservoir. Si les Bleus conservent logiquement un statut de favori naturel pour la Coupe du Monde et possèdent les armes pour atteindre le dernier carré de la compétition, la fragilité de leur entrejeu et les sautes de concentration de leur arrière-garde sont des signaux alarmants. Voir un bloc tricolore se faire bouffer dans l'impact physique et la maîtrise territoriale par le quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations impose une profonde remise en question tactique pour Didier Deschamps. A l'inverse, pour la Côte d'Ivoire, ce succès retentissant pose les fondations d'une ambition démesurée. Intégrés dans un groupe mondialiste particulièrement relevé aux côtés de l'Allemagne, du Curaçao et de l'Équateur, les hommes d'Emers Faé s'avancent vers la compétition avec la certitude absolue qu'ils peuvent regarder n'importe quelle armada européenne ou sud-américaine droit dans les yeux sans le moindre complexe d'infériorité. Ce match de préparation vient également de poser une jurisprudence majeure concernant la gestion des binationaux et les trajectoires de carrière internationale, ouvrant un immense débat éditorial qui captive nos consultants. Le cas de Junior Kroupi
s'invite ainsi naturellement au centre des discussions. Face aux réalités physiques du très haut niveau, le choix de la sélection nationale devient un arbitrage stratégique crucial où l'assurance d'un temps de jeu conséquent et d'un projet sportif valorisant prime désormais sur le prestige théorique des noms. L'exemple des frères Doué qui ont vu leur trajectoire se croiser sur la pelouse avec des fortunes radicalement opposées illustre parfaitement ce changement de paradigme. Choisir la France offre des garanties de standing, mais n'assure en rien un statut de titulaire indiscutable lors des joutes du mondial, alors que la structure ivoirienne démontre aujourd'hui qu'elle possède les arguments techniques, la ferveur populaire et la profondeur de banc nécessaires pour porter les plus belles promesses du football de demain. En conclusion, la Beaujoire n'a pas seulement vibré pour un exploit amical, elle a été le témoin privilégié de l'acte de naissance d'une Côte d'Ivoire souveraine, décomplexée et prête à bousculer l'ordre établi. Le football moderne refuse désormais les statuts acquis sur un bout de papier ou les palmarès du passé et exige une vérité quotidienne dictée par l'intensité des duels et la rigueur de l'organisation collective. Si la France dispose encore de quelques jours pour rectifier le tir et afficher un tout autre visage face à l'Irlande, puis lors de son choc de poule face au Sénégal, l'avertissement ivoirien reste une réalité brute. Le rectangle vert a parlé et il a rendu un verdict empreint de respect pour le football africain. Dites-nous en commentaire si vous voyez la Côte d'Ivoire devenir la grande sensation de cette Coupe du Monde et sortir en tête de son groupe face à l'Allemagne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Foot Inside 2026 pour suivre l'intégralité de nos analyses premium. Prenez soin de vous et surtout, gardez la foi dans le football.